Je suis ravi de vous retrouver et donc ravi d'accueillir Édouard Philippe. Vous êtes né, je vais faire un peu le biographe. Vous êtes né en 1970, vous êtes énarque. Vous avez milité auprès de Michel Rocard pendant 2 ans. Vous avez rejoint donc la droite. Vous êtes proche d'Alain Juppé. Et donc, nous allons aborder toutes les questions qui sont extrêmement complexes aujourd'hui. Il y en a une qui évidemment concerne directement le maire d'une ville importante, mais pas l'une des plus importantes de France. Est-ce qu'au Havre, les gens sont descendus massivement dans la rue, comme à Paris? Parce qu'on parle beaucoup de Paris, Marseille, Lyon, mais on parle moins des villes. Ils sont descendus dans la rue. Nous sommes descendus dans la rue et il y avait beaucoup de monde. Il y avait 4000 personnes le samedi après-midi sous une pluie quasiment horizontale tellement le vent soufflait et ça n'a arrêté personne. Il y avait 11 000 personnes le dimanche. Il y a eu des beaux moments très dignes, très calmes. Et oui, les Havrais ont dit qu'ils n'acceptaient pas ce qui s'était passé et ils ont eu besoin de se rassembler, de le dire ensemble, et c'est bien. Est-ce que vous considérez ce matin qu'avec les 10 000 policiers qui sont dans les rues de France, les 10 000 militaires qui sont dans les rues de France, pour être plus précis, les Français vont être, en tout cas pour une période dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, rassurés? C'est compliqué de parler de rassurer, parce que être rassuré, c'est évoquer un sentiment. Est-ce que les gens ont peur? Est-ce qu'ils sont rassurés? C'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que le pays, collectivement, a pris les choses sérieusement. D'abord par sa réaction pacifique, très digne, incroyable. Il ne faut pas en faire des tonnes. Mais enfin, ce qui s'est joué là, dans le peuple français, est tout à fait admirable. Et puis maintenant, avec la réponse des pouvoirs publics, avec probablement la vigilance qui va se diffuser et qui va rester élevée, en tout cas je le souhaite, oui, je crois qu'on a pris... On a pris les choses en main. Mais enfin, il y a encore beaucoup de choses à régler. Il va y avoir beaucoup de débats maintenant, beaucoup de débats politiques, enfin beaucoup de débats publics plus que simplement politiques, avec des questions qui sont délicates à trancher et qui vont mettre à rude épreuve le sentiment un peu aérien d'une unanimité. Ou d'union nationale. Ouais, l'union nationale peut rester. L'union nationale, c'est pas l'unanimisme. Après tout, si tout le monde est descendu dans la rue pour défendre la liberté d'expression, donc la liberté, donc d'une certaine façon la démocratie, c'est pas pour interdire le débat. C'est d'une certaine façon, au contraire, pour le permettre. C'est-à-dire, la base de notre système, c'est bien le débat, donc le désaccord. On va donc avoir des désaccords sur les 4 grands sujets qui nous attendent, sur les 4 grands débats qui nous attendent. Il va y avoir des désaccords. Mais l'important, c'est que ces désaccords restent dans le cadre d'une forme de respect d'abord et de conviction que l'essentiel, ce qui se joue, c'est bien la poursuite de notre aventure démocratique. Nous sommes en direct avec vous, Édouard Philippe. J'ai énormément de questions. D'abord, est-ce que vous écartez totalement ce qui a été proposé par Valérie Pécresse au lendemain du 11 septembre aux États-Unis, c'est une sorte de Patriot Act à la française? Je crois normal que les Français réagissent d'abord par une forme d'émotion partagée. Je suis plus dubitatif sur la réaction immédiate, spontanée et donc forcément un peu émotive du législateur. Si vous voulez, le législateur, il est français, mais il est aussi législateur. Et est-ce qu'il faut, dans la précipitation, dans l'émotion d'une certaine façon, qui est légitime, répondre par un dispositif législatif? Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais là, ça s'adresse à Pécresse, ça s'adresse aussi à Manuel Valls cet après-midi. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à moi. Vous savez, pour le législateur, le plus simple, c'est de dire qu'il faut un Patriot Act. Vous avez vu, on prend nos responsabilités et on vote des dispositions. Il est contesté aux États-Unis, puis c'est accompagné d'un aggravement de la guerre, donc c'est un contexte totalement différent. Mais se poser la question de savoir pourquoi on en est là, quels sont les moyens qu'on accorde, parce qu'à mon avis, la question est plus importante. La question des moyens me semble plus importante que la question des instruments législatifs. C'est-à-dire augmenter, par exemple, mettre hors circuit les économies qui pourraient être faites en matière de défense nationale? Par exemple. Encore une fois, le débat autoriser les opérations... Pardonnez-moi, je vous fais la liste, parce qu'il y a tellement de gens qui... Autoriser les opérations spéciales, les rendre légales. Aujourd'hui, le premier débat qui arrive, c'est celui sur le, entre guillemets, Patriot Act, c'est-à-dire celui sur produire une norme qui nous donnerait l'impression que nous faisons quelque chose. Bon, c'est très bien. Sans doute faut-il le faire, peut-être faut-il le faire. Je ne suis pas sûr en tout cas qu'il faille le faire en urgence. Il y a un autre débat qui est plus compliqué d'une certaine façon, qui est le débat sur les moyens. Moyens à la défense, moyens à la justice, moyens à la police. Alors là, pour le coup, il y a un vrai sujet, parce que depuis des années, nous rognons progressivement sur nos capacités de défense, et pourtant le sujet est devant nous, parce que depuis des années, nous ne faisons pas l'effort budgétaire nécessaire pour faire en sorte que nos prisons fonctionnent dans de bonnes conditions. Nous ne le faisons pas. Parce que c'est plus facile de faire des économies sur les prisons qu'ailleurs. Que vous connaissez bien, puisqu'il appartient à la même formation politique que vous, il a écarté l'idée qu'on puisse individualiser les cellules pour les djihadistes. Il dit que ça va devenir ingérable. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens budgétaires, techniques, j'allais dire matériels, de le faire. Mais n'empêche que la question doit être posée. Et qu'à mon avis, elle est dans la situation
dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je pense que la question des moyens est plus importante que la question des instruments législatifs. Mais la DRM, la Direction du renseignement militaire, la DGSE, la DCRI, le nombre de personnels qui sont consacrés à tout ça, la somme qui est largement supérieure à 1 milliard, tout le monde dit finalement il y a les moyens, mais ça ne fonctionne pas très bien. Boer dit par exemple, spécialiste des questions justement de sécurité, en fait c'est l'interprétation des événements qu'on connaît qui est la mauvaise, et non pas la somme des moyens qui sont accordés. Peut-être qu'il y aura un débat, mais je préférais que ce débat soit tiré au clair avant de savoir si on a besoin de nouveaux moyens législatifs ou si on a besoin de nouveaux moyens budgétaires. Moi, je prétends que ce soit en matière de défense, de justice et de police, on a probablement besoin de moyens supplémentaires. Ce qui veut dire, compte tenu des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, qu'on a besoin de consacrer des moyens qu'on consacrait à autre chose, à ça. Ce qui est une question très lourde de sens du point de vue politique. Et alors on enlève quoi ? Parce qu'il faut sanctuariser l'éducation, parce que l'éducation, c'est fondamental aussi en matière de laïcité. Et on a augmenté les budgets considérablement avec des résultats qui ne sont pas très probants. Ce qui est un vrai problème pour nous. Je veux dire, il faut se regarder en face. On a augmenté considérablement les moyens d'éducation et ça produit des résultats qui sont pas suffisants. Si je vous écoute, pas mauvais, mais pas suffisants. Si je vous écoute, Édouard Philippe, la complexité dans cette affaire-là, c'est qu'on voit d'un côté Cambadélis et de l'autre côté Nicolas Sarkozy dire d'une certaine manière il faut qu'il y ait une gestion commune de l'affaire dans les semaines qui viennent, pas à très long terme, pour qu'il y ait une sorte de consensus majorité-opposition. Si vous mettez en cause la manière dont ça a déjà été géré, la politique d'éducation, ça veut dire que cette bonne volonté-là va exploser très rapidement. Mais attendez, moi je m'exprime en général avec des propos extrêmement mesurés. Je ne suis pas suspect d'être dans le sectarisme le plus complet. Il m'arrive de voter des lois qui sont proposées par le gouvernement ou par la majorité, alors même que je ne les soutiens pas quand je considère qu'elles sont bonnes. Bon, et je trouve qu'en faisant ça, je fais mon boulot de député, accessoirement. Donc éventuellement, vous pourriez voter ce que va proposer Valls. Mais pourquoi pas ? Simplement, je pense également que face à ces sujets complexes, on a le droit d'affirmer des positions, éventuellement d'assumer des désaccords. Et moi, je prétends que sur les sujets que nous avons évoqués, il faut augmenter les budgets de la défense, de la justice et de la police. Et puis, il va y avoir un débat qui est crucial, qui est en train de naître, et qui est en train de naître de façon un peu cachée. C'est le débat qui va opposer ceux qui, d'un côté, considèrent que l'islam et la République ne seraient pas compatibles, alors soit parce qu'ils sont extrémistes islamistes et qui considèrent que la République est une menace pour l'islam, soit parce qu'ils ont peur que l'islam remette radicalement en cause la vie républicaine, l'existence républicaine, et vous allez avoir des deux côtés des spectres politiques, même probablement dans toutes les familles politiques, des gens qui penseront ça, et puis vous avez ceux qui pensent qu'il est possible, dans un pays républicain, démocratique, laïque, d'assumer une religion, l'islam, et d'autres religions, de façon tranquille, en préservant la paix civile. Mais ce débat-là, il est devant nous. Et il va être extrêmement vif, parce que ce que j'ai vu aussi au Havre, avec la réaction très belle, très digne de beaucoup de gens, c'est l'inquiétude qui se lève. C'est ceux qui disent, mais au fond, est-ce que cette religion est bien compatible avec notre modèle républicain ? Et pour ceux qui croient que c'est compatible, il va falloir mener un combat acharné. Mais il y a des noms derrière tout ça. C'est le Front National d'un côté et l'islamisme radical de l'autre. Oui, mais je ne crois malheureusement. Est-ce que vous croyez que le Front National a été marginalisé finalement en n'allant pas à cette manifestation ? Je pense que... Les idées du Front National, celles que vous voyez sur le terrain au Havre. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous posez. Je pense que Marine Le Pen ne s'est pas grandie en donnant le sentiment qu'elle boudait cette manifestation en faisant la sienne de son côté. Mais c'est le problème de Marine Le Pen. Personnellement, ça m'est assez indifférent. Il y avait peut-être dans la foule des gens qui avaient voté Front National ou qui voteront Front National. C'était sur 4 millions, certainement. Évidemment. Et c'est pas mon problème. Et ça m'allait très bien parce que l'important, c'était que la France soit là. Si vous voulez manifester uniquement avec des gens avec qui vous êtes d'accord, vous ne faites pas l'union nationale. Si vous faites l'union nationale, vous acceptez que des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord viennent parce que sur ce point-là, à ce moment-là, ils sont d'accord avec vous. Et c'est ça le sujet de l'union nationale. Mais si on pense que c'est juste la question de Marine Le Pen ou que c'est juste la question du Front National, le débat que j'évoquais, je crois qu'on se trompe. Je crois qu'il va infuser dans des familles politiques très différentes. On a le sentiment, Alain Juppé a défendu la gestion de la crise par François Hollande, que finalement, bizarrement, ils sont un peu sur la même ligne, celle du rassemblement. Alors parce que maintenant, on va être obligé de tirer les leçons politiques de tout ça. Écoutez, on peut dire sans s'exposer à la critique que dans cette crise, le président de la République et d'une certaine façon les institutions qu'il incarne, mais les institutions, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, les institutions en général, ont pris leurs responsabilités. On a eu des forces de l'ordre exceptionnelles, qui sont restées calmes, qui n'ont pas dérapé, qui ont fait preuve de courage, enfin qui ont aussi payé le prix fort. Donc, on peut dire que le système public, dans ce moment de crise, a été à la hauteur. En 48 heures, les auteurs ont été identifiés. J'aurais aimé qu'ils soient appréhendés. Bon, ils ont tout fait pour ne pas l'être. Voilà. Mais
Donc oui, il faut rendre hommage à ça. Mais est-ce que Bien vous sûr. considérez par exemple que la présence d'hier matin de Nicolas Sarkozy, alors il y a la période de la manifestation, puis la présence à RTL, c'est une manière aussi de dire aux Français d'une manière un peu subliminale, bah, finalement le premier tour de la présidentielle, ce sera, la finale de la présidentielle plutôt, ce sera François Hollande, parce que maintenant, par la gestion de la crise, il aurait écarté potentiellement tous ses candidats, et moi à droite, quoi. Et donc Juppé serait marginalisé dans cette affaire-là. Écoutez, moi, En tout cas, ce serait l'opération qu'il essaierait de... non, je pense que d'abord l'interprétation politique. Mais c'est pas une interprétation, c'est une question que je vous pose. Non, non, mais je la prends comme ça. Mais moi, je pense qu'elle a pas beaucoup d'importance au regard des enjeux qui sont posés aujourd'hui. Certes. Par ailleurs, que le président du parti, du principal parti d'opposition, s'exprime après ces événements, personne ne peut lui en faire. Bien sûr, c'est parfaitement normal. Voilà, compter sur Alain Juppé pour s'exprimer aussi sur des questions de fond et peut-être pas sur des questions qui sont de la stratégie politicienne. Là, il va falloir quand même qu'on élève un petit peu le niveau de jeu, comme dirait mon fils qui aime bien jouer au football. Il va falloir qu'on élève un petit peu le niveau. Mais qu'est-ce qu'il a à dire sur la sécurité Juppé qui serait différente de l'UMP? Parce que c'est quand même Mais un peu un mystère, parce que sur les questions économiques, on voit bien... des choses nécessairement différentes de l'UMP. Il a vocation à dire des choses qu'il pense. Mais enfin, il faut qu'il y ait on parle d'un programme commun à tout le monde, mais enfin, il y a des réflexions qui doivent être identifiées pour qu'un choix se fasse. Oui, mais vous allez voir, il va dire des choses à la fois sur la sécurité, mais aussi, mais pas seulement sur la sécurité, parce que on voit bien que l'aspect fermeté dans ces affaires est essentiel. Et il faudra être ferme. Il faudra probablement être plus ferme que ce que nous avons été. Mais qu'on ne réglera pas simplement ce grand problème de savoir comment est-ce que notre pays en est arrivé là et comment est-ce qu'il peut rebondir uniquement par la fermeté. Il va aussi falloir imaginer des nouvelles façons de faire des politiques publiques, d'imaginer des nouvelles façons de vivre ensemble, parce que sinon, on va tendre tellement le jeu que la seule fermeté, la seule répression ne nous permettra pas d'avancer. Merci beaucoup. Édouard Philippe, le maire du Havre, notamment, donc, était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI proche, vous le savez maintenant, d'Alain Juppé.